BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir est je ne sais pas très bien du reste ce qu'il est. Il est philanthrope, il est entrepreneur. Il était dans l'art, il est maintenant dans le BTP. Bonsoir Frédéric Jousset. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous, cofondateur de Webhelp, on s'en souvient, que vous avez vendu. Vous avez vendu ça pour 4 milliards, ça va? Vous avez 4 milliards 8. 4 milliards 8, oui c'est important. Je n'ai pas touché 4 milliards 8. Je m'en contenterai. Que vous avez vendu donc à l'américain Concentrix. Vous êtes président du fonds d'investissement Arnova. C'est là où on vous a vu ressurgir dans l'art. Vous êtes devenu un businessman de l'art. Vous avez créé le Hangar Y aussi, qui est devenu un lieu mythique près de Paris, à Meudon, où il y a, je crois, vous êtes déjà 200 000 visiteurs. Vous avez créé le bateau, le plus grand catamaran du monde, Art Explorer, qui va relier 30 ports en Méditerranée et qui arrive la semaine prochaine à Marseille. Là, c'est un bateau-musée. Vous allez tout nous raconter. D'abord, l'actualité, c'est que vous venez de racheter une entreprise dans le BTP, un des leaders dans l'étanchéité, justement, du cours Philippe Chatrier à Roland-Garros, le SMAC. Juste une question avant. C'est quoi la logique, Frédéric, de tout ça? C'est une logique d'investissement, de faire fructifier son capital. Effectivement, après la vente de Webhelp, j'ai des liquidités à placer, à investir. C'est une logique de diversification. Et puis, le prix d'entrée était très raisonnable. Et c'est une très belle entreprise parce qu'elle existe depuis 140 ans. Ouais. Maintenant, ça c'était un LBO, qui appartenait à un fonds, mais avant elle habitait au groupe Bouygues. Juste une question, j'ai un peu listé, on va rentrer dans le détail, toutes les entreprises dans lesquelles, parce qu'il y a aussi Duc de Gascogne, vous êtes aussi dans l'agroalimentaire. C'est drôle que, ayant été le fondateur de Webhelp, donc c'est devenu, je crois, le 3e groupe européen de relations clients, vous n'avez pas été tenté d'investir dans l'intelligence artificielle. Je sais pas, moi je vous aurais attendu chez Mistral AI, par exemple, aux côtés d'Arthur Munch. Non, alors Webhelp, on est maintenant le co-leader mondial avec Téléperformance. Effectivement, on a fait le constat que l'intelligence artificielle allait menacer une partie des métiers de la relation client et qu'il fallait investir énormément et que même si l'entreprise faisait 3 milliards, il fallait fusionner avec un plus gros que nous pour former un groupe de 10 milliards maintenant et pouvoir supporter ces investissements qui chiffrent en centaines de millions. Oui, donc vous estimez en fait que les investissements français sont pas, le ticket n'est pas assez élevé, quoi. Je pense que le ticket doit être nécessairement élevé pour percer. Et après, le problème de la valorisation, c'est qu'il y a un effet de bulle dans l'intelligence artificielle qui me rappelle les débuts dans l'e-commerce il y a 25 ans quand on a démarré Webhelp. Et que je pense que c'est presque un peu trop tard pour investir parce qu'aujourd'hui, on paye très 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 cher ces sociétés. Oui, très 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 cher. Oui, mais en même temps, ça vaudra encore plus cher, non? Certaines vont être comme toujours, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est le prix d'entrée, le prix de sortie, tout le monde ne va pas le toucher. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a des secteurs notamment traditionnels, vous parliez du BTP, dont les valorisations sont au contraire très basses. Ouais. Et donc qui pour moi offrent des perspectives de rentabilité meilleures. Alors, à travers votre compagnie, parce que vous avez plusieurs holdings, plusieurs fonds, on va commencer par la compagnie financière CFJ. Vous avez racheté SMAC, c'est-à-dire vous avez repris une grosse part, la majorité, c'est ça? J'ai racheté exactement 75% et les 25% appartiennent au management qui ont racheté la société de fait avec moi. Et pourquoi vous vous lancez? Pourquoi ça? Vous cherchez quoi? Vous cherchez des leaders dans des niches spécifiques, que ce soit dans le BTP ou dans l'agroalimentaire? Alors la conviction, la thèse derrière SMAC est très simple. C'est que l'essentiel du patrimoine immobilier français, même ouest européen, a été construit avant 2000, c'est-à-dire avant les premières réglementations contraignantes sur le plan énergétique. Et que de même qu'il y a un énorme travail pour migrer le parc automobile, il va y avoir un énorme travail pour migrer le parc immobilier sur des matériaux plus performants sur le plan de l'environnement et que SMAC est un acteur clé de la transition énergétique parce que c'est effectivement le bardage, les façades, l'isolation de toiture qui sont le nœud gordien de la performance énergétique des bâtiments. Donc je pense qu'il y a du travail pour les 40 prochaines années. Oui, et en plus, vous avez des ambitions, parce qu'aujourd'hui, ça fait combien de chiffre d'affaires? 500 millions de chiffre d'affaires, 2300 personnes, et d'ailleurs, c'est un appel, on recrute. SMAC prévoit de recruter plus de 300 personnes dans les 2 ans à venir. Et votre objectif, c'est quoi? De doubler la taille du groupe dans les 5 ans à venir. Oui, c'est ça, donc ça atteint 1 milliard. Voilà. Juste pour voir si j'avais bien compris. Oui, 1 milliard, ça ferait quand même un très gros ETI, parce que c'est considéré déjà comme une ETI. C'est une très belle ETI, oui. En fait, l'innovation est très importante, j'imagine. L'innovation, parce qu'il
qu'il y a sans cesse des nouveaux matériaux qui sont plus performants pour l'isolation, plus légers, plus faciles à poser. Donc effectivement, c'est un enjeu important. Vous avez fait, donc je le disais, le cours de Philippe Chatrier, vous avez travaillé pour le Grand Paris. C'est quoi vos prochains gros chantiers pour SMAC ? Il y a beaucoup de chantiers aussi dans l'industrie nucléaire, dans l'industrie de la défense, parce qu'on a des enjeux de rénovation très importants. Donc en fait, la moitié du chiffre d'affaires de SMAC, c'est les travaux neufs, et l'autre moitié, c'est la rénovation, comme je vous disais, le parc. Donc il y a un carnet de commandes qui est rempli pour vraiment plusieurs décennies. Tout ce que vous avez aussi à côté, je disais Duc de Gascogne, mais aussi Quadra, il y a d'autres entreprises. Là, la logique, c'est de créer un groupe dans l'agroalimentaire, ou alors chacun a sa spécificité et s'inscrit dans votre organigramme personnel, Frédéric Jousset? Il y a toujours l'idée d'avoir un impact positif. Donc SMAC, c'est sur la performance énergétique des bâtiments, qui sont le deuxième émetteur de CO2 après les transports. Dans Quatera, la logique, c'est le bien manger. C'est le circuit court, c'est l'agriculture biologique. On sait que 9% des terres biologiques seulement en France, alors qu'on a un engagement européen de 20%. Et donc, forcément, l'agriculture biologique va se développer. Et Quatera est un des acteurs clés, avec une 50aine de millions de chiffre d'affaires, qui a déjà doublé de taille depuis 2 ans et qui est en forte croissance. Oui. Vous avez commencé, mais une fois que vous avez touché le jackpot, enfin jackpot, c'est vous qui avez co-créé Webbelt. Vous vous êtes lancé plutôt dans l'art au début. Vous êtes devenu un philanthrope, un mécène. C'était un besoin quelque part de se faire pardonner d'être devenir milliardaire? Pas du tout, parce que j'ai commencé dans l'art bien avant qu'on ait vendu Webbelt. Ma mère était conservateur général à Beaubourg, mon père était président de l'école de musique, Alfred Cortot. Donc l'art est une passion très ancienne. J'ai commencé en 2005 en étant mécène du Louvre, à 35 ans. Et après, j'ai continué, j'étais président de l'école. Vous êtes le plus grand mécène du Louvre, le reste. Oui, après j'étais président de l'école des Beaux-Arts de Paris, président du conseil d'administration. Et puis j'ai racheté Beaux-Arts Magazine en 2016, que j'ai diversifié. Donc effectivement, mon ancrage et mon engagement dans l'art maintenant date de 2 décennies. Oui. J'en profite parce que les mécènes dans l'art, il y a les grandes familles qu'on connaît, traditionnelles. Il y a Bernard Arnault, il y avait les David Veil, etc. C'est rare de voir un entrepreneur qui a gagné beaucoup d'argent, même s'il a une culture personnelle familiale, enfin une culture familiale assez forte, qui investisse autant que vous dans la culture. Est-ce que ça existe beaucoup aux États-Unis ? C'est parce qu'un système fiscal est insuffisant? Pourquoi, à votre avis? Alors, on a les lois fiscales les plus généreuses en matière de mécénat. Pour le coup, la loi Ergon de 2003, avec la réduction fiscale de 60% jusqu'à 2 millions et 40% au-delà, est pour les entreprises comme pour les particuliers extrêmement favorable. Non, je pense que l'investissement mécénal dans l'art, il est assez traditionnel. Donc effectivement, beaucoup de grandes familles sont donateurs des grands musées ou, quand elles ont les moyens, construisent leurs grands musées. Oui. Moi, je suis sur une thématique qui est un peu différente et je crois assez originale, qui est effectivement cette notion d'accès à la culture. Donc c'est vraiment d'aider les institutions à aller chercher des nouveaux publics, à aller dans les territoires, à aller dans des couches de la population qui ne s'intéressent pas à l'art. On a beaucoup parlé de la fracture sociale, on a parlé de la fracture digitale, mais il y a une fracture culturelle. Énorme. Il y a en gros un Français sur 3 seulement qui va chaque année dans un musée, et il y a un Français sur 3 qui va sporadiquement et un Français sur 3 jamais. Et 70% des Français n'écouteront jamais un concert de musique classique de leur vie. Donc il y a des genres même qui sont en train de mourir, et c'est ça qu'on essaye de combattre. Oui. Alors, vous lancez, c'est une initiative que je trouve assez incroyable, donc un bateau, enfin c'est un musée flottant en fait, c'est Art Explorer, et en fait vous voulez qu'il relie 30 ports, je le disais tout à l'heure, 30 ports de la Méditerranée. Vous allez le 6 juin, vous serez à Marseille. C'est quoi l'idée? Enfin, expliquez-nous comment ça peut marcher, parce que vous faites aussi appel à des bénévoles. Expliquez-nous comment vous organisez. L'idée est toute simple. L'idée, c'est encore une fois d'attirer des nouveaux publics au monde de l'art et de la culture, et de combattre l'idée que l'art c'est loin, c'est peut-être ennuyeux et c'est cher. Donc tout ce qu'on fait est gratuit et on vient taper à la porte des gens là où ils vivent. Il se trouve que 60% de la population mondiale habite à moins de 60 minutes des côtes. Donc les grandes villes sont souvent des grands ports. Et il y a la deuxième chose qui m'a frappé, c'est la fascination des gens pour les grands bateaux, notamment les grands bateaux à voile. La route du Rhum,
millions de personnes dans le port au moment du départ, l'invincible Armada à Rouen, donc je dirais le public est là et l'intérêt du public pour les grands bateaux est là. Et donc l'idée de créer un bateau musée, c'est-à-dire un bateau qui propose une expérience culturelle gratuite, qui va de port en port et qui est accompagné d'un festival. Donc devant, à quai, vous avez des pavillons de musique, d'architecture, vous avez un pavillon central comme à la Biennale de Venise où on a de l'art physique. Et à bord du bateau, c'est de l'art digital, donc en partenariat avec le Louvre, on a créé un écran immersif de 160 mètres carrés qui est à bord du bateau et qui permet de projeter ce film qui retrace la représentation de la femme dans l'Antiquité, dans l'histoire de l'art. Mais il n'y a pas de... C'est osé de représenter la femme, surtout dans les contours de la Méditerranée. Il n'y a pas d'œuvre d'art. À bord du bateau, il n'y a pas d'œuvre d'art. À bord du bateau, ce serait trop compliqué pour les questions d'assurance, de salinité, de tangage. Donc les œuvres d'art physiques sont dans le village qui, lui, se déplace par la route. Et par exemple, à Marseille, il y aura quoi ? Comme œuvre d'art, il n'y aura pas la Joconde, mais il y aura quoi? Alors à Marseille, vous avez toute une exposition sur le thème qui s'appelle Sous l'azur, et donc vous avez des œuvres d'artistes comme Michelangelo Pistoletto, qui est un sommet de l'art italien qui a maintenant 80 ans. Vous avez très installés comme Jean-Marie Apriou, comme Marguerite Humeau. Donc vous avez de l'art multidisciplinaire parce que vous avez aussi de la musique, de la danse, de la performance, une exposition de photographie. Donc vous y allez vraiment pour tous les goûts et tous les publics. Donc vous allez inviter Jules, parce que vous étiez tiens du reste pour l'arrivée de la flamme olympique. Certains ont contesté le fait que Jules soit celui qui allume le chaudron magique. Vous allez le faire venir, comme ça il va attirer les foules dans Art Explorer. Alors, on n'a pas de Jules, mais on a Zao de Sagazan qui va venir, donc c'est bien aussi. Oui. Comment vous expliquez que l'art est en train de régresser quand même d'une manière très forte en France? Est-ce que c'est dû enfin partout du reste, est-ce que c'est dû au fait que justement, on parlait d'intelligence artificielle au début, Frédéric Jousset, est-ce que on n'a pas réussi à faire que ça attire les jeunes via les réseaux sociaux? Alors, sur la base de quel chiffre vous dites que l'art régresse? Parce que si vous regardez le visitorat des grands musées, il ne cesse de progresser. D'ailleurs, même au Louvre, on est obligé de caper à 30 000 par jour le nombre de visiteurs. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de touristes. Oui, mais je veux dire, l'intérêt du public pour l'art ne faiblit pas. La fréquentation des salles de cinéma a retrouvé le niveau de la pandémie, etc. Si on regarde, le problème qu'on a, c'est la concentration des publics. Il n'y a pas assez de publics variés, et ce sont toujours un peu les mêmes, je dirais, qui profitent de l'offre culturelle. Après, si on regarde art par art, il y a des arts qui effectivement progressent et d'autres qui reculent. Et effectivement, dans la peinture, par exemple, vous pouvez imaginer qu'il y a un certain divorce d'un certain public avec l'art contemporain. Depuis Malevich et le carré blanc sur fond blanc, et depuis l'art abstrait, voire même depuis les monochromes de Klein, il y a l'idée d'un art qu'on comprend plus, d'un art qu'on pourrait presque faire soi-même. Oui, il y a la spéculation d'un art spéculatif qui est aux mains du marché. Et donc, effectivement, sur certains pans de l'art, il peut y avoir un divorce intellectuel entre l'art et le public. Mais je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin d'art dans la société. Je crois que le message des artistes, notamment sur les grandes questions, les questions d'environnement, les questions migratoires, doit être entendu. Oui, mais il n'y a plus tellement de grands artistes. Oh, ça vous allez faire la peine. Sais pas, non, mais je sais bien qu'il y a des très très belles collections qui existent, mais quand vous regardez, il y a un peu été désarçonné, on va dire. Vous avez des artistes qui sont des légendes vivantes, comme David Hockney, vous avez beaucoup... Il y a David Hockney, il y avait peu et Soulage, d'accord, mais enfin ça c'est quand même des grands classiques. Oui, mais non, heureusement, moi, je ne suis pas du tout passéiste en pensant que l'art d'hier est un absolu qu'on ne dépassera jamais. Je pense qu'aujourd'hui, silencieusement, vous avez des artistes dans des résidences dans le monde entier qui sont en train de fabriquer un art d'une qualité exceptionnelle. Vous avez justement, à propos de résidence d'artistes, encore autre chose, vous avez fait de l'ancienne villa du dictateur Hoxha en Albanie, vous l'avez transformée en résidence d'artistes. Ça, c'est presque de la provoque, non? Non, c'est une invitation personnelle d'Edi Rama, qui est Premier ministre d'Albanie, qui est lui-même peintre, que j'ai rencontré à titre privé, et je lui ai parlé d'Art Explora, et j'étais dans un voyage à Tirana, et il m'a dit, je te propose de visiter ce lieu incroyable, qui est donc cette maison, qui était la maison du dictateur, qui a dirigé pendant 35 ans l'Albanie d'une main de fer, et qui avait banni les artistes. Il m'a dit, comme un clin d'œil à l'histoire, j'aimerais que cette maison devienne la résidence internationale des artistes. Votre rêve, ce serait quoi justement, de transformer quel lieu, en France ou pas forcément, en résidence d'artistes? Vous avez Hangar Y, donc ça c'est pas une résidence d'artistes, c'est un très bel endroit qu'il faut absolument aller voir.
c'est pas votre rêve le plus fou, ça serait quoi? On a fait un musée avec un bateau, d'un hangar à Montgolfière, on a fait un centre d'art. Ouais. Notre prochain projet en France, c'est la gare Pleyel, dessinée par Kengo Kuma, qui va ouvrir ses portes en 2025. Qui sera où la gare Pleyel? À Saint-Denis-Pleyel. Ah oui, à Saint-Denis-Pleyel. Voilà, donc c'est une gare énorme parce que ça va être la plus grande gare du Grand Paris. Elle va accueillir 200 000 visiteurs par jour. Et dans la gare, Art Explora aura un espace de 5000 m² pour faire un espace culturel. Oui, c'est faux. Toute dernière question. Vous êtes très engagé aussi dans la communauté HEC. Vous avez présidé HEC Alumni. Quand vous regardez ce qui se passe à Sciences Po, vous vous dites quoi? Est-ce que les grandes écoles ont été contaminées ou sont contaminées par les différents mouvements qui existent, le wokisme et d'autres, dans les universités américaines, notamment en Columbia? Effectivement, j'habite en plus à quelques centaines de mètres de Sciences Po et voir l'agitation et voir des propos antisémites from river to sea, de voir ce discours qui, je pense, contraire aux idéaux d'Émile Boutmy, qui était le fondateur de Sciences Po. Je suis content que HEC, effectivement, soit pour l'instant relativement à l'écart de cette vague. Mais comment vous expliquez ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement qui vient des États-Unis? C'est un mouvement, comment le contrer? Je pense que dans le cadre spécifique de Sciences Po, c'est la conséquence de l'ouverture qui avait été décidée à marche forcée par Richard Descoings, avec 15 000 étudiants avec un concours parallèle pour les ZEP, zones d'éducation prioritaire, et qui ont... Alors, la diversification sociale, c'est très bien. Il faut qu'elle respecte, je trouve, des critères de méritocratie, parce que sinon, ça n'est pas une élévation, c'est un abaissement du diplôme. Et je trouve que dans le cas de Sciences Po, je trouve que la voie que HEC a choisi, qui est de donner des bonus aux gens qui réussissent la première fois, parce qu'on a réussi, on a remarqué que le concours qui était passé une deuxième fois, une troisième fois, avantageait les Parisiens qui étaient dans les préparatoires privés. Je trouve qu'on est arrivé à cet objectif de 18% de boursiers de manière plus méritocratique. Et je pense que Sciences Po en subit aujourd'hui les conséquences. Ouais. Il faudrait faire une école de l'art, il y a l'école du Louvre, mais est-ce qu'il faudrait faire... il y a 55 écoles d'art en France. Non, donc, on est d'accord, 55, mais enfin, je veux dire, une vraie, il y a un Sciences Po de l'art, si vous voulez, ou un HEC de l'art. Ça existe, ça s'appelle l'école des Beaux-Arts de Paris, l'école du Louvre, l'école Camando, l'école des arts décoratifs. Non, franchement, on a des très très belles écoles d'art en France. Donc ça suffit, voilà, faites ça. Il faut dire ça aux jeunes qui fassent ces écoles-là. Merci beaucoup Frédéric Jousset. Donc SMAC, et puis aussi Art Explorer qui arrive donc le 6 juin à Marseille. Voilà, rendez-vous sur artexplora.org pour être bénévole ou tout simplement pour venir visiter le bateau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.